Doter la ville de Toulouse d'un musée dédié à l'aéronautique était une évidence. C'est désormais chose faite depuis janvier dernier avec l'inauguration d'Aeroscopia, bâti à proximité des usines de l'A380 à Blagnac. Gérard Huet, du cabinet Cardet et Huet, et Laurence Calmels, directrice générale du groupe Manatour, nous présentent ce nouveau lieu de l'histoire de l'aviation civile. Gérard Huet, bonjour. Bienvenue dans cet édifice Aeroscopia, ici aujourd'hui à Blagnac. Vous êtes une agence, on va dire une des agences les plus réputées à Toulouse. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques notions de votre agence? Alors effectivement, l'agence est toulousaine, Oui. d'origine, puisque autant Francis Cardet que moi, on est des régionaux de l'étape, par état civil. Donc naturellement, quand nous avons terminé nos études, à part quelques escapades étrangères, pour moi Brésil, Cardet un peu Algérie, on s'est dit que notre terrain d'affection et de jeu professionnel, naturellement s'inscrivait dans nos racines toulousaines. Combien de collaborateurs aujourd'hui? L'ensemble du personnel salarié de un peu moins de 70 personnes sur les deux sites. Vous êtes les architectes de l'usine A380 et donc quand vous décrivez ce musée, vous dites qu'il y a un parcours subtil, une logique. Est-ce que vous pouvez nous la décrire? Au fond, on se trouve dans la situation d'un spectateur devant un spectacle. Donc on a quel est notre cadre de scène et quel est notre front de scène. Donc comment installons-nous les termes d'un dialogue intelligent et intelligible vis-à-vis de l'usine A380. Ça nous a beaucoup occupé et au fond c'est ce qui a fondé le projet. La deuxième vecteur qui fonde le projet, comme celui-là, comme les autres, mais peut-être celui-là plus particulièrement, c'est son rapport à l'économie, parce que c'est un budget très contraint et fatalement qui présentait malgré tout des surfaces et des dimensions importantes, parce que l'objet était d'y abriter des avions, ce qui de suite induit des problèmes d'échelle fortes. Ici on est sur 6000 m², c'est ça? On est 6000 m² couverts, on est 4000 m² extérieurs, on est dans 25 ou 26 mètres de haut, enfin c'est déjà des grandes échelles. Charpente. On fait rentrer un avion, des grands avions à l'intérieur quand même dedans, donc ce qui veut dire des notions de franchissement. Et quand on ramène tout ça à des problématiques de coût et au fond, quelle est la forme que l'on va donner à ce bâtiment? Ici on est dans cette interrogation et le concours a porté beaucoup là-dessus. On a beaucoup hésité, on a beaucoup dessiné, fait plusieurs tentatives. Et on a l'habitude de dire à l'agence que tout projet n'est jamais que l'écriture d'un compromis raisonné, qu'on essaie le plus raisonnable possible, puisque la contrainte économique nous pèse toujours dessus. Donc voilà le résultat que l'on a produit, à savoir l'enjeu essentiel avant tout problème formel lié à l'économie, c'est de dire comment on arrive à franchir des grandes distances. Parce que là, on a quand même d'ouverture 60 mètres ou 65 mètres de portée. 60 mètres. Qui n'est pas tout petit. Donc comment on peut avoir une charpente qui soit le moins impactante possible en termes d'économie, en termes de coût. Voilà. Donc ici, une charpente tridimensionnelle, parce que c'était celle qui pesait le moins. Et à partir de là, la charpente tridimensionnelle nous libère largement les problèmes formels. On peut se tordre, on peut se courber dans tous les sens. Donc ce qui nous a mené à partir de ce choix structurel, de reconstruire une forme qui soit à la fois qui réponde aux besoins de protection, de rentrer les avions, et en même temps qui se distingue formellement de la rectitude des usines A380. Quels sont les matériaux utilisés justement là? Qu'est-ce que vous utilisez? 3 matériaux essentiels, l'acier, bien sûr, et puis le zinc pour toute la couverture, pour des raisons là aussi d'économie. Il y aurait eu d'autres solutions, mais on n'était pas capable de les porter économiquement. Donc le zinc a permis d'avoir cette double courbure, toutes ces courbures, sans histoire, voilà, donc c'est le matériau adéquat. Vous qui êtes habitué à faire des bâtiments de référence, on va dire, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné, qu'est-ce qui vous a le plus fait plaisir dans ce projet? C'est une question qui mériterait un long débat, mais à la fin, c'est dans toute l'interrogation qu'il porte. Au fond, ce projet, il porte la représentation de l'histoire de l'aventure aéronautique toulousaine, donc sensiblement un petit siècle. Voilà. Donc un rapport
à l'histoire et à son terrain. Et en même temps, comme toute l'aéronautique, c'est cette capacité à anticiper ce que sera demain notre manière de se déplacer, si tant est que le numérique ne soit pas la forme la plus simple de se déplacer. Mais je pense qu'il y aura toujours la notion du franchissement. Et donc, c'est ce côté paradoxal, à la fois cet ancrage dans une histoire, et en même temps cette histoire qui est en permanence réinterrogée, réinventée, pour encore se dépasser et proposer une autre aventure. Repousser les limites, on aura l'occasion de reparler ensemble de la suite de votre agence, puisqu'il y a de l'actualité. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler avec vous. Je vous remercie de nous avoir reçus dans ce lieu mystique. Avec un grand plaisir pour parler de l'avenir. Merci Gérard. Au revoir. Un plaisir. Merci à vous. Laurence Calmès, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de Manatour. Tout à fait, groupe Manatour. Donc une entreprise privée, je crois, de la région. Oui, avec deux présidents bien connus dans la région, Philippe No et Jean-Pierre Mas, donc, qui ont créé cette société il y a 25 ans maintenant. Donc aujourd'hui, la suite, en fait, une des ramifications du groupe Manatour, ça devient Aéroscopia. Alors, on a créé une filiale dédiée en fait, qui s'appelle Manascopia pour gérer le musée et avoir donc l'exploitation de ce musée, puisque le cœur de métier, on va dire, de Manatour jusqu'à aujourd'hui, c'était plutôt le tourisme industriel, la visite d'entreprise. Et avec l'arrivée de ce nouveau projet, donc on s'est diversifié. Il y a quand même un lien étroit avec l'aéronautique, donc on ne pouvait pas ne pas répondre. Revenons sur Aéroscopia. Donc on est ici dans un bâtiment de 6000 m². Donc quel est le parcours en fait? On arrive, qu'est-ce qui se passe dans ce musée? Comment vous l'avez voulu? Voilà, alors le visiteur en fait se présente bien sûr à l'accueil, à la billetterie. Donc dans un espace qui est mutualisé, puisque la billetterie est commune entre les visites du musée et les visites des chaînes d'assemblage d'Airbus. D'accord, on peut faire les deux avec le même billet. Tout à fait, on peut faire les deux, on a des prix combinés. Ensuite, les visiteurs accèdent au premier niveau directement pour rentrer directement dans ce grand volume majestueux qui permet immédiatement en fait, d'accéder au niveau R+1 et d'accéder donc dans les trois principaux avions, puisqu'on peut rentrer dans les avions que sont le Super Dupi, l'A300 et le Concorde. Donc, je pense que l'architecte a imaginé immédiatement d'arriver sur une plateforme qui permet d'avoir une vue d'ensemble sur l'ensemble des avions, qu'ils soient suspendus dans les airs ou bien au sol. C'est vrai que c'est une très belle vue dès qu'on arrive. Alors on a plusieurs niveaux. On a le rez-de-chaussée, on va dire, là où on admire les avions de dessous, ce fameux balcon, et ce troisième niveau de certains avions accrochés au plafond, c'est ça? Tout à fait. Donc on a effectivement ces trois niveaux. Les avions suspendus sont les avions plus légers, comme les planeurs ou des avions plus anciens, les avions légers. Au rez-de-chaussée, on va dire qu'on a plus l'aviation militaire avec des hélicoptères et des avions de chasse par exemple. Et puis au niveau R+1, donc les trois avions dont je parlais précédemment. Donc vous avez eu quel rôle dans cette architecture, dans cette participation au niveau de la muséographie, j'imagine? Alors nous, on a répondu au projet en 2011, on a eu confirmation qu'on était retenu en 2012, donc on a eu effectivement 2 ans pour participer à la conception muséographique. On a surtout essayé de se dire est-ce que ce musée va plaire et va satisfaire tous les types de publics. Et c'est en essayant de répondre à ces questions qu'on a amené quelques petits aménagements, notamment sur des îlots interactifs, plus pédagogiques peut-être, et on a créé des espaces scénarisés pour satisfaire tout type de public. Alors on peut apercevoir quelque chose de tout à fait mystique, c'est un avion de Blériot, c'est ça? L'avion qui a traversé la Manche en 1909? Tout à fait. Il fait écho à l'avion de Réplicaire, qui est l'avion qui a traversé la Méditerranée avec à son bord Roland Garros en 1913. Donc on a ces deux avions, l'un au-dessus de l'autre, et je trouve que c'est intéressant de les avoir à proximité. Une caravelle aussi de 1959? Voilà, la caravelle est exposée sur le tarmac, puisqu'on a parlé effectivement du bâtiment, mais dans le projet, il y a également un espace où 2 avions sont actuellement présentés, donc le Concorde, le numéro 9, le Foch-Charlie, et également une caravelle qui se trouve en extérieur. Alors le numéro 9, c'est quelle particularité? Alors c'est celui qui a effectué son dernier vol sur Toulouse. Voilà. Merci madame pour votre accueil. Merci. Et bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir madame. Merci.